Adiamant, d'où le soleil se lève. La ville exposante des mystères antiques, visitée par des gens de différentes cultures et pays, où les gens vivent en toute fraternité, sans se faire de discrimination, ni de langue, ni de religion et ni d'origine, et qui symbolise la paix. La ville où la nature expose toute sa générosité possède des terres fertiles et aussi le plus grand barrage de notre pays, le barrage Atatürk. C'est la ville qui accueille la rivière paradisiaque nommée la fleuve Euphrate et qui garde des ruines émerveillantes de nombreuses civilisations. Adiamant, avec ses secrets plus vieux que l'immortalité, enfoui depuis 2000 ans dans ses profondeurs le monde antique, c'est la ville qui garde en sa scène la montagne Nemrut, le trône des dieux. Adiamant, qui est un musée de plein air avec ses valeurs touristiques et sa beauté, aussi historique et culturelle que naturelle, est l'un des endroits uniques, habités depuis longtemps par l'homme, depuis les premiers moments de son aventure sur Terre. Adiamant, se trouvant au sud-est de l'Anatolie, possède des terres fertiles et renferme les mystères de l'histoire, mais ainsi continue à se développer et se moderniser en ce qui concerne l'inhabitation et l'installation. La géographie de la ville se trouvant à l'intersection du climat doux de la Méditerranée et du climat frais continental de l'Est de l'Anatolie, si l'on considère sa variété végétale et sa structure riche de faune, se nourrissant de cette variété, se ressemble à un paradis terrestre qui offre depuis toujours à l'homme innombrables beautés et opportunités. On y observe à quel point le Créateur a été généreux pour cet endroit. Grâce à ses champs infinis peints en couleur d'or, et grâce à ses richesses comme le blé, le maïs, le pois chiche, les lentilles, le tabac, le raisin et la grenade qui sont cultivés ici, il favorise et assure un sourire sur le visage du peuple local et ainsi l'exportation partout dans le monde. Les mosquées datant de la période ottomane et de la période seldjoukide enrichissent le centre-ville. Quelques-unes des œuvres de la période seldjoukide sont la mosquée Oulu, la mosquée Kabe, qui est le seul exemple survivant de l'architecture baghdadi, le style de Bagdad, et la mosquée Musalla, qui est la première salle de prière construite par les Turcs en Anatolie. Le tombeau du prophète Uzeyr et le tombeau de l'un de ses deux disciples nommé Safwan bin Mu'attal y accueillent les visiteurs. L'église Mor Petrus et Mor Paulus sont élevées encore bien endroits et intacts grâce à sa structure émerveillante et spirituelle. Le musée d'Adiamant enferme plus de 30 000 œuvres de toutes les périodes, de la période paléolithique jusqu'à nos jours. Le musée possède une collection riche, gracieuse et unique qui pourrait rompre avec des vérités historiques concernant notre savoir actuel sur l'archéologie. De ce point de vue, le musée intéresse beaucoup d'académiciens locaux et internationaux et accueille des nouvelles recherches. Les tapis et les œuvres faites dans les mains à diamant sont célèbres et vendus en toute leur originalité dans le marché autolactique,
qui est un des endroits de la vie à absolument visiter. Les tapis et les objets fabriqués à la main attirent particulièrement l'attention. Dans le banlieue de Karta se trouve Yenikale, datant de la période de Komagene, et dans le banlieue de Gerger, qui est l'un des endroits d'habitation la plus anciens, se trouve la forteresse Gerger, placée sur une rocher principale, qui représente une architecture extraordinaire et construite de façon à surprendre de beaucoup. On trouve à l'intérieur mosquée, un bazar, une citerne, un cave, un palais, un cachot et des voies d'eau secrètes, etc. Ces œuvres qui ont pu se réserver jusqu'à nos jours et qui enrichissent la ville, surprennent les visiteurs de sa grandeur. En réalité, à côté de sa structure historique et de sa beauté naturelle, Adiaman est une ville d'eau. Les fleuves, les cours d'eau, les rivières multiplient la richesse de la ville. Ces sources fraîches, ainsi qu'elles donnent la vie à la terre et à de nombreuses vies animales, vous donnent l'impression de se trouver dans des jardins d'Éden avec sa beauté spectaculaire. La beauté et la danse des eaux se trouvant sur le fleuve Gölbaşı, Inekli et Azaplı, situés à l'ouest de la ville, sont de merveilles rarement visibles sur la terre, tous comme les îles flottantes de Çelikan. Ces îles semblent être le reflet du paradis. Adiaman a aussi une potentiel culminante à l'égard de la médecine alternative, popularisée surtout dans les années récentes. La fleuve Gerger Suduklu, à part de sa beauté naturelle, supporte le traitement des maladies de la peau comme l'eczéma et le psoriasis, etc. Les fontaines naturelles, Çelikan, Kotur et Besni, sont utilisées souvent dans le traitement de l'anorexie, de l'insuffisance rénale. Tout comme ces lacs et ces fleuves, les eaux de source d'Adiaman sont aussi merveilleuses. Adiaman accueille le Nemrut, qui est la 8e merveille du monde au niveau historique et le barrage Atatürk considéré comme la 6e merveille moderne du monde. Le plus grand barrage et la plus grande réserve du pays d'eau douce se trouve ici. Le barrage Atatürk entoure Adiaman par le flanc sud et s'étend entre les vallées en transformant la ville en un paradis d'eau. Dans les eaux de fleuve vivent plus de 30 espèces de poissons. Grâce à ces caractéristiques, les terres d'Adiaman a été un paradis terrestre offrant la beauté et la richesse depuis les premières démarches de l'histoire. C'est pour cette raison que ces terres riches ont été le centre d'intérêt pour de nombreuses civilisations et l'humanité y a été accueillie. Euphrate. Voici la fleuve Euphrate. La légende populaire. La fleuve paradisiaque. Qui est et qui prend la vie. Euphrate, le plénitude. Euphrate dont les limites sont invisibles et qui est la fleuve fertile de la Turquie d'un potentiel immense. Euphrate s'est écoulé pendant des années avec sa passion et avec son grandeur sans arrêt depuis des siècles. Il a été témoin de l'histoire et des siècles. De nombreux fleuves se croyant très grands ont été jaloux. Ces fleuves cités dans les Écritures et dont les sources provenant de paradis. Il a ramené la tristesse et la richesse ensemble, a fait éclater des cris dans ses profondeurs. Il a été la sève des civilisations, lui. De quelles chansons ont été chantées avec son nom? Combien de poésies ont été écrites pour lui? Et de quelles lamentations? Il a parfois fait du mal, et parfois donné la vie à la mort, parfois amené de bonheur, parfois pleuré toutes ses larmes ici. Le grand Euphrate a avalé des jeunes mariés à la compagnie de ses larmes.
Connue à nos jours sous le nom de Pydine, la ville antique Pérée est l'une des 5 grandes villes du royaume comagénais. Elle se trouvait pendant la période antique sur la route entre Méliténée-Malatia et Samosata. Ces eaux, citées dans les sources antiques de Rome, délicates et pures, ont été si importantes comme l'abri de caravanes et des armées que la ville Pérée a gardé toute son importance unique pendant la période de Rome. À l'époque byzantine, cette ville était importante aussi du point de vue religieux, puisqu'elle était représentée dans le concile biblique organisé jeudi à Nicaea, Iznik. Grâce aux excavations récentes, on a pu découvrir et démontrer l'organisation structurelle de la ville. La cité de Nécropole s'y trouvait à l'entrée, juste à côté des ateliers de vin et des citernes avec des structures de facilité pour la purification des eaux provenant de celle-là. L'organisation de la ville était très développée pour son temps aux yeux des historiens. La taillerie de pierre, le style architectural que l'on peut témoigner dans les ruines des lieux de prière de mosaïque, sont des épreuves de la niveau technologique de la ville, étonnant et stupéfiant pour les visiteurs d'aujourd'hui. Le plus étonnant est de s'apercevoir et de se demander comment ces hommes ordinaires de Comagénée ont arrivé à achever cet immense succès. À chaque pas, vous pouvez rencontrer une merveille, ou historique ou naturelle, dans ce lieu magique où a pris son essence la civilisation. La tombe de Sophras, le sanctuaire d'Héron, tumulus de Karakouche, n'en sont que quelques exemples. Les tombes de Sophras, connues comme le petit et le grand tumulus, sont dans 2 endroits différents. Dedans se trouvent des sarcophages et des tombeaux en plein cintre coupés des pierres de taille régulière. Des tombeaux en rocher que l'on pourrait rencontrer à Tourouche, à Pérée et sur les bords de la fleuve Euphrate sont les signes de l'importance que l'on confère à l'enterrement dans ces terres. Chaque pouce de terre de diamant a été écrite une autre histoire. Quant au sanctuaire d'Héron se trouvant à Sinjik, c'est un autre mystère. Dans le sanctuaire, on peut voir le mur de Téméros et 2 hérons en plein centre et bien symétriques. Le tumulus de Karakouche avait été construit par le 2e roi de Comagénée nommé Mithridates pour sa mère Isias. Le tumulus est appelé Karakouche, l'oiseau noir, à cause de la figure de l'aigle placée sur sa colonne. Sur la colonne, il se trouve encore existant à nos jours une figure de lion, et bien qu'une gravure et une stèle montrant une scène de poignée de main. Sigise, la fille d'Isias Antiochis et sa fille Aka, il est écrit. Mithridates mirait de sa terrasse les eaux profondes qui traversaient la vallée et le Karakouche, et de cette façon, il pouvait encore sentir la présence de ses bien-aimés perdus. Arsamia était le centre de direction de la royaume de Comagénée que l'on utilisait pendant l'été. Il a été fondé derrière l'ancienne forteresse de Karta, sur les flancs de la montagne de Nemrut. Sur la route cérémonielle au sud se trouvent les statues en relief d'Apollon Matras et des rois de Comagénée, et au centre, on voyait le roi de Comagénée Antiochos et Héraclès se serrant la main. Antiochos voulait qu'on lui prenne comme ami de Rome. Pour montrer sa puissance et immortaliser le pays, il avait fait construire des immeubles et des gravures en relief partout dans le pays. L'une de ces gravures en relief montre clairement qu'il était l'ami de Rome. Arsamia était un lieu où s'unissaient l'Est et l'Ouest, où la terre et les cieux se réconciliaient. Aujourd'hui encore, il diffuse son message de paix à l'humanité. C'est sûrement à cause de ça que, bien qu'ils réunissent des religions, des langues et des croyances différentes, Kadiaman est considérée comme la ville la plus calme du monde. Le pont de Gendere se trouve entre Karta et Sinjik sur la fleuve antique de Krabinas, qui se trouve et coule encore dans le canyon de Gendere. Le pont permettant encore le passage malgré son histoire de 1800 ans avait été construite par la 16e légion de Samsat à l'époque de l'empereur de Rome Septimus Severus. Ces épitaphes n'éclairent pas moins l'histoire de l'époque que l'histoire de la construction de ponts.
Les colons se trouvent jadis sur le pont étaient érigés respectivement à l'honneur de l'empereur Septimus Severus et de sa femme Julia Domna et de leurs fils Caracalla et Geta. Mais Caracalla, arrivé au trône après Septimus Severus, tuerait son fils Geta et détruirait tous les édifices élevés à son nom sur la terre de Rome. Pendant cette destruction, le pont de Gendere on les sépare et les colonnes élevées pour la mémoire de Geta seraient toutes détruites. Le pont de Gendere, présentant une architecture propre à Rome, accueille ses visiteurs de nos jours en démontrant son image historique. C'est un point de rencontre pour le peuple local qui y organise des fêtes encore. La montagne des dieux. Des statues immenses conservant ces mystères depuis plus de 2000 ans et qui se rompent avec le temps. Les dieux antiques les plus mystérieux du monde. Un roi souhaitant l'immortalité et aussi vouloir être un dieu. Un endroit où se trouvent des dieux uniques. Le trône céleste des dieux. Nemrut. L'histoire de diamant date de 40 000 ans avant Jésus-Christ. Les civilisations ainsi que les Hittites, les Urites, les Phrygiens, les Assyriens, les Persans, les Macédoniens et les Commagéniens avaient été accueillis ici. Le peuple de Commagénie, au milieu des guerres et des forces extérieures, ont su y régner pendant 230 ans. Et grâce à Antiochos le roi, leur nom était immortalisé dans l'histoire. Antiochos était un roi qui désirait l'immortalité et la divinité. Il avait une intelligence très élevée. Il était originaire de Perse et de Macédonie. Au point de vue géographique, Commagénie avait aussi une place importante. Il se trouvait sur le passage des Persiens par l'ouest et des Romains par l'est. On devait protéger les terres et le roi intelligent avait marié sa fille, Déolica, au prince Orades II et avait pu ainsi mettre à ses côtés les Persiens. De cette façon, il avait réussi à gagner la puissance nécessaire pour pouvoir se dresser face à Rome. Sa vraie gloire étant le roi d'un tout petit pays avait été de gâcher les plans de Rome, qui était à cette époque une superpuissance. Le roi Antiochos, qui avait réussi à protéger son statut et ses terres, n'avait plus qu'un objectif, être immortel. Il devrait faire la chose inoubliable. Ainsi, tout le monde saurait se rappeler de son nom pendant des siècles et parler de sa puissance. Il devait faire quelque chose, mais sa vraie crainte était que son rêve ne sera pas permanent. Ainsi qu'avec son courage et son talent diplomatique, le roi fit construire sa propre statue auprès de celle de tous ses dieux au sommet de la montagne Nemrut à la hauteur de 2206 mètres et transforma la montagne glorieuse en son sanctuaire. Il avait choisi le Nemrut, car le Nemrut était le sommet de la région. Et c'était aussi le meilleur endroit pour observer le lever et le coucher du soleil. Son but était de réunir les dieux mythologiques de l'Est et de l'Ouest et de faire une synthèse afin de pouvoir créer une nouvelle religion, un nouveau système de croyances. C'est la raison pour laquelle tous les dieux ici ont deux noms, l'un étant en persan et l'autre en macédonien. Zeus Ahura Mazda, Apollon Mithras, Commagénie Fortuna Tuke, Héraclès Artagnes. Le pouvoir céleste du royaume de Commagénie était représenté par une aigle protecteur et le pouvoir terrestre par une statue de lion.
celui-ci était accompagné juste à côté par le statut d'Antiochos. De cette façon, ni les civilisations de l'Est ni de l'Ouest ne pourraient endommager le sanctuaire où se trouvait ainsi que leur lieu. C'était une idée géniale et pouvait être celui qui lui permettrait d'atteindre son but. En réalité, il craignait de se disparaître et d'être détruit. Ce sentiment avait été clairement engravé au dos des statues qu'il avait fait construire. Pour tous qui endommagent mon statut et mes mémoires, que la malédiction de tous les dieux s'abatte sur eux et qu'ils se brûlèrent ainsi que toute leur famille dans un feu ardent à travers mes prières. Le tumulus, construit des millions de pierres de calcaire, était aussi étonnant que les statues et les gravures en relief ici. Il se trouvait au centre de la terrasse de l'Est et de l'Ouest, et il était au-dessus de toutes les terres. 145 mètres de diamètre, 55 mètres de hauteur. C'était le tumulus le plus haut dans le monde. Les statues qui se trouvaient sur la terrasse de l'Ouest, juste en face de la meilleure vue du soleil. Ils se trouvaient aussi identiquement sur la terrasse de l'Est. Derrière le tronc se trouvaient les 223 lignes du testament du roi Antiochos, incluant un testament religieux et social, le Nomos. L'un des trouvailles les plus importantes en Émeraude est l'horoscope du lion. L'horoscope du lion est le calendrier astrologique le plus connu du monde et le plus ancien. Sur son relief, on observe une lune et une étoile, et on peut y lire la date 7 juillet 62 avant Jésus-Christ. Cette date correspond à la date de la prise du trône du roi premier Antiochos. Au nord et au sud de la terrasse se trouvent les stèles en relief des rois de Comagénée de filiation persane. On estime que le roi Antiochos avait été enterré dans une chambre sous ce tumulus. Si on arrivait à découvrir cette chambre, l'unique tombeau datant de la période hellénistique serait découverte. Mais à ce jour-ci, personne ne l'a pu. La montagne Nemrut, depuis sa découverte, attire l'attention des archéologues connus tous mondialement, ainsi que Teresa Goel, Pushtain, Sestel, Karl Donner et ainsi Osman Hamdi. Beaucoup parmi eux, charmés par les mystères de ses œuvres, ont essayé de découvrir le secret du tumulus, mais malgré tous leurs efforts, ils ne sont pas arrivés. Teresa Goel était tellement intéressée qu'elle avait mis sur son testament qu'elle souhaitait être brûlée après sa mort et que ses cendres soient dispersées sur la montagne Nemrut. Son désir a été réalisé. Antiochos demandait avec insistance la visite et la protection des statues dans son testament. Même si son fils et ses grands-fils ne respectaient pas son testament, Antiochos a atteint son but plusieurs années plus tard. La montagne Nemrut a été citée sur la liste de la patrimoine culturel mondial le 11 décembre 1987. En 2004, Piget, Fédération des journalistes et des écrivains du tourisme, on l'a décoré de la prix de Pomme d'Or, l'Oscar du tourisme. Même s'il a laissé son monde de mystère dans les ombres, Antiochos a réalisé son rêve après 2000 ans. Tout le monde le connaît et ainsi son règne. Et lui rend visite auprès du lever et du coucher du soleil. Einem Auto von Deutschland. Come from Uzbekistan. We are from Poland. In the United States. Come from England. I'm from Estonia. I'm from Taiwan. Es ist einfach absolut klasse, absolut fantastisch hier. Pour le roi Antiochos, le soleil s'est levé une nouvelle fois 2000 ans après. Le roi Antiochos a achevé l'immortalité.